À notre émission de la semaine, nous mettons le cap sur la République démocratique du Congo. Nous recevons M. Gilbert Emongo. Ce monsieur, c'est un activiste de droits humains. Il est arrivé ici à Montréal pour des études en médecine, après avoir effectué 4 ans d'études à l'université à Kinshasa. Malheureusement, il n'a pas pu être accepté, donc il est en nursing actuellement. Il nous parle surtout de sa réalité, de la réalité qu'il a connue en République démocratique du Congo et surtout dans l'Est, justement, de la République démocratique du Congo. Il est avec nous à l'émission ce soir. En deuxième partie de cette émission, nous recevons Cheikh Ibra Fam. Nous l'avons vu, son spectacle au National dernièrement, Creux-le Madame Monsieur, extraordinaire. Et voilà, c'est le contenu de cette émission d'aujourd'hui. Madame, Monsieur, bonsoir, ici en Ringaka. Bienvenue à notre magazine de télévision. Bougez pas, ça va causer après ces messages publicitaires. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici en Ringaka, ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Si vous voulez vous joindre à nous, je vous dis encore une fois bonjour et merci de suivre cette émission qui met l'accent naturellement sur les réalités africaines ici même en Amérique du Nord. Et nous parlons également des questions d'actualité qui touchent monsieur, madame, tout le monde, ici même au Québec et pourquoi pas en Amérique du Nord. Aujourd'hui, nous recevons un grand monsieur. Il nous vient de Sankourou. Sankourou, vous devinez, en République démocratique du Congo. Ça fait pas longtemps qu'il est là. Dernièrement, il y a eu une conférence au Centrafrica. L'équipe était là, malheureusement, j'avais oublié, c'est grave. Je devais y aller, donc je m'excuse d'avance, je m'excuse beaucoup. Je devais être sur place, mais quand même, on a cette chance d'avoir M. Gilbert Emongo, justement, qui était parmi les conférenciers. Il est avec nous aujourd'hui et on parle du développement de l'Afrique. Bonjour, comment ça va? Oui, ça va très bien. C'est un honneur et un grand plaisir que de vous avoir et j'étais sincère lorsque je vous l'ai dit. Oui, ça fait plaisir, moi aussi. On parlait de vous aujourd'hui. On parlait de vous aujourd'hui, ici même à la télévision. Cette conférence que vous avez tenue dernièrement au Centre Africa. Tout d'abord, le thème portait sur le développement quelque part de l'Afrique et vous parlez aussi des droits humains, surtout des droits humains, n'est-ce pas? Oui. Donc, au Centre Africa, j'ai été invité parce que je devrais quand même expliquer quelques réalités liées au développement de l'Afrique et annoncer la grande activité. Vous me regardez quand on se parle, hein? Oubliez les autres caméras, on se parle naturellement. Et la grande activité que nous organisons à date du 25 mars. Donc, je suis allé présenter d'abord ces projets et parler de quelques réalités liées au développement de l'Afrique en général. Donc, vous êtes en train de préparer une conférence, c'est ça, pour le mois de mars? Oui. Une conférence qui porte sur? Oui, je suis en train de préparer une conférence au mois de mars. C'est une conférence qui va parler sur comment soutenir le développement en Afrique. C'est vraiment une grande conférence qui va réunir tout autour de la table les différentes autorités, tant politiques que de la société civile, ainsi que les entrepreneurs ou même les personnes de bonne volonté qui œuvrent dans la droite ligne de développer ou de soutenir le développement en Afrique. D'accord. Et pourquoi vous organisez cette conférence ici à Montréal? Si j'ai choisi d'organiser cette conférence ici à Montréal, c'est parce que, partant de certaines réalités, je me suis dit que je me retrouve dans un pays ou dans une ville où ma voix sera forte pour que les soucis et les sentiments qui regorgent ou qui se trouvent dans le cœur de plusieurs Congolais, plusieurs Africains ou plusieurs ressortissants africains puissent être débattus. Vous débarquez, je l'ai dit dans mon introduction, vous débarquez de Sankourou. Je le précise, Sankourou, ça fait pas longtemps que vous êtes là, donc vous êtes fraîchement arrivé ici même au Canada, de Sankourou. Sankourou, dans le Kasaï, comme vous l'avez bien dit, une des provinces du Congo, en République démocratique du Congo. Je l'ai aussi mentionné que vous avez présenté une conférence débat dernièrement au Centre Africa, où je devais être sur place. Malheureusement, je ne suis pas allé, mais comme je vous ai devant moi, je suis très fier et très très content. Avant d'aller plus loin, j'aimerais tout d'abord ma question classique, qui êtes-vous? Oui, je suis un jeune entrepreneur, je suis activiste et défenseur des droits humains. Oui, alors je viens de la République démocratique du Congo, où je faisais mes études en médecine et je suis ici
en tant qu'étudiant étranger, j'étudie à l'Université de Montréal. Et vous faites également la médecine? Comme vous les connaissez, ici, avant de faire la médecine... Je ne connais pas. Vous nous dites. Moi, je ne sais pas. Vous dites, en fait, oui. Avant de faire la médecine, je devrais commencer par la science de la santé. Donc, je suis là, j'ai fait mon bac en soins infirmiers à l'Université de Montréal. Okay. Et après, je pourrais faire la médecine. Ok, donc on vous a suggéré d'abord de faire un bac en fait nursing avant de refaire votre demande au niveau de la faculté de médecine, quoi, c'est ça? Oui, c'est ça. Comme on aurait aussi vous demandé de faire votre bac en fait biologie ou en fait biochimie avant d'être admis à la faculté de médecine. Comment vous êtes senti par rapport à ça? Bon, je me suis senti à l'aise, mais en quelque sorte, je n'ai pas quand même apprécié de voir l'effort que j'ai fourni parce que j'ai étudié à l'université de Kinshasa, qui est l'une des plus grandes universités. Et dans quelle faculté? Dans la faculté de médecine. Et vous avez donc terminé? Vous avez obtenu votre diplôme? Je n'ai pas terminé. J'ai fait 4 ans en médecine à l'université de Kinshasa. Quand on m'a parlé de ça, en quelque sorte, je me suis senti un peu ridiculisé parce que c'est presque les mêmes cours que nous étudions là-bas, que nous étudions ici. Mais j'ai aussi compris que chaque pays a ses lois et chaque administration aussi a ses principes. Alors, je me sens confortable en soins infirmiers et on apprend bien. Et donc, vous acceptez ça avec plaisir. Donc, vous avez atteint le bonheur quelque part pour vous. Ah oui, oui. Oui? Ouais. D'accord. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Tout à l'heure, on parlait comme ça et vous m'avez dit, vous savez... Vous n'avez rien vu. Et même, je vous ai compris. Vous ne savez rien. On ne sait rien. Nous ne savons rien. Nous sommes loin, on voit, on suit l'actualité, on regarde ce que les médias peuvent nous présenter. Moi-même, je suis un grand fan des réseaux sociaux. Je suis un petit peu ce qui se passe. On ne sait rien. Vous savez, vous arrivez de Sankuru, vous avez 22 ans, une région assez éloignée quand même des grands centres urbains, de Kinshasa, la capitale. On ne sait rien. Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Racontez-nous, s'il vous plaît. OK. Avant même que je puisse répondre à cette question, pour nos téléspectateurs, je voudrais d'abord confirmer une chose, que Sankuru, c'est la province qui a vu naître l'héros national Patrice Emery Lumumba de notre pays. Juste nous situer un petit peu rapido sur une carte comme ça. Voilà, rapido, alors oui. s'il faudra que je puisse situer ça, allez-y. Selon les classements, selon la position géostratégique de la province du Sankuru, c'est la province qui se trouve au centre du monde entier. Pourquoi? Selon les classements. Ah bon? Parce que les classements mondiaux établissent les choses de la manière suivante. Oui. Le continent africain est le continent qui se trouve au centre de tous les continents du monde. D'accord, parce qu'en fait, l'équateur passe. Oui. Et la République démocratique du Congo est le pays qui se trouve au centre de l'Afrique. Et la province du Sankuru est la province qui se trouve au centre de la République, de la province du Sankuru. Et la ville de Lodja est la ville qui se trouve au centre de la province du Sankuru. Donc, il doit faire très chaud là-bas. Il fait extrêmement chaud. Parce que l'équateur passe vraiment, là, l'équateur passe vraiment au-dessus, là, c'est ça? Oui, il fait extrêmement chaud, mais l'homme est homéotherme, donc nous nous habituons. Peu importe la température, nous sommes là et nous vivons. Vous m'avez dit, on souffre, monsieur. L'homme souffre, l'homme souffre. Il y a des gens qui n'ont jamais vu une voiture de leur vie. Il y a des gens qui n'ont jamais même bu du jus d'orange de leur vie. Dans un pays où on peut planter des oranges, où on peut en fabriquer du jus d'orange. C'est quand même incroyable. Oui. C'est comme je vous ai dit tantôt, l'homme souffre. Et peut-être la communauté internationale qui nous suit à ces moments n'arrive pas à savoir c'est quoi la souffrance. Laissez-moi aujourd'hui, moi qui suis devant vous, vous expliquer c'est quoi vraiment la véritable souffrance. Et si aujourd'hui, moi je parle, je qualifie ça d'une souffrance imméritée, c'est parce que je connais la cause. Dans un pays aussi grand, par sa diversité. Quand on parle pays aussi grand, on parle de 2 345 000 km². Parce que ça, je connais la superficie par cœur. C'est bien. Donc, c'est quoi? C'est pratiquement 10 fois la France, presque, disons. Oui, ça prend 10 fois la France et ça prend 80 fois la Belgique. Et c'est aussi plus grand que l'Union européenne tout entière. Tout entière. Oui. Et si on prend le Rwanda et l'Ouganda, ça peut entrer 60 fois en République démocratique du Congo. Donc, c'est un pays aussi grand qu'on peut l'imaginer. Et non seulement ça, c'est aussi un pays dont le monde entier parle, partant
de sa richesse naturelle. Un pays très très riche. Un pays très très riche. Et nos parents nous ont toujours dit que le pays était riche. Et moi, le premier d'ailleurs, depuis que j'ai grandi toute ma vie, c'était la politique de prestige, l'époque de Mobutu. Notre pays est très très riche et très très riche. Mais nous sommes pauvres. La population est très pauvre, elle souffre. Ouais. La République démocratique du Congo aujourd'hui, moi, en tant que jeune, ressortissant de ces pays, des fois, je me remets en question sur la richesse de notre pays. Vous vous remettez en question? Oui. Vous n'y croyez plus? Je ne crois plus. Pourquoi? Parce que quand on voit la richesse a des choses qui accompagnent la démonstration de cette richesse. Dans un pays aussi riche comme le Congo, la misère ne peut pas être là. Les gens ne peuvent pas manquer à boire et à manger. Et les gens ne peuvent pas manquer les moyens de déplacement. Donc, moi, je ne crois plus à cette richesse. Voilà pourquoi je suis venu ici. Je vais vous expliquer en quelques mots la souffrance que les gens connaissent chez nous. Parce que moi, je suis venu parler de cette souffrance et proposer des pistes de solutions et demander aux gens de s'impliquer pour permettre à cette population de vivre, parce que nous avons aussi le droit de vivre. Ce n'est pas un péché quand on est au Congo et ce n'est pas un péché quand on est dans une province. Monsieur Henri, à la province du Sankuru, nous traversons des situations tellement compliquées que, laissez-moi vous dire, que les conditions de route ne sont pas favorables. Une personne ne peut pas faire un déplacement de 10 km dans un vélo ou dans une moto sans pour autant traverser peut-être les moments les plus sombres de sa vie. C'est-à-dire? Ça veut dire l'état des routes ne sont pas bonnes. Les routes ne sont pas bonnes. Donc il ne peut pas circuler finalement. Il ne peut pas circuler, il n'y a pas de pont. Il n'y a pas de pont. C'est juste les villageois. Un villageois va peut-être couper un arbre et il pose un arbre de l'autre côté de la rivière et de l'autre côté de la rivière. Donc si tu n'es pas stratège, si tu n'es pas intelligent, si tu n'es pas prudent, tu traverses dans cet arbre, tu tombes, tu meurs et on t'oublie. Pourquoi? Parce que nous, chez nous, les eaux sont tellement propres et la propreté et les feuilles qui tombent dans l'eau font en sorte que l'eau soit noire. Alors quand, par exemple, tu entres dans l'eau, les gens ont du mal à voir ce qui se trouve à l'intérieur. Et les gens meurent presque chaque jour de cette situation-là. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? La profondeur déjà de la rivière. Oui. Ouais. Évidemment, j'espère qu'il n'y a pas d'autres formes d'animaux et autres qui sont là, non, les dans les poissons rivières. sont là parce Okay, que il y a la rivière Lomam, par exemple, à la province du Sankuru, qui produit des grands poissons. Et c'est quand même trop dangereux. Il y a non seulement le poisson, mais il y a aussi d'autres animaux aquatiques. Comme? Par exemple, dans un village, je vais donner un exemple avant de parler des animaux aquatiques. Dans les villages, les animaux féroces sont là. Les animaux féroces sont là? Oui, les animaux féroces sont là. Ça veut dire que, par exemple, un lion, par exemple, chez nous là, c'est fréquent. Ils sont là? Ils sont là. Les lions, les léopards et les lions, les léopards sont là. Alors, si toi, tu te retrouves seul, tu es en train de faire ta route parce que là, tu peux faire... Qui va aller seul dans la route? Mais nous le faisons parce que, monsieur, nous le faisons parce que les conditions de vie ne sont pas favorables. C'est une vie normale, quoi, c'est ça? Non, ce n'est pas une vie normale, mais nous sommes obligés de vivre comme ça parce que si on ne vit pas comme ça, personne ne va trouver la solution. Donc, tu vas faire tes courses, tu peux tomber sur un lion. Oui. Je ris, pardonnez-moi, je ne devrais même pas rire. Tu peux faire tes courses, tu peux tomber sur un lion. Et en faisant tes courses, tu peux rencontrer des animaux sauvages qui peuvent te tuer. Et parfois, quand tu es décédé, il n'y a pas de scientifiques qui auront cherché à savoir si quelqu'un est mort. Pourquoi? Parce que la technologie n'est pas avancée. Alors moi, si je suis venu ici, c'est pourquoi? C'est pour dire ceci à nos téléspectateurs. La République démocratique du Congo a besoin de vivre, de se sentir aussi libre et vivre sa vie. Et la population congolaise a besoin de bénéficier de ces richesses naturelles. Moi, j'apprécie bien les autorités des pays développés. Ici, je cite le Canada, par exemple, qui est un pays hospitalier. Mais moi, j'aime une chose. Je me pose toujours cette question. Même les autorités canadiennes qui me suivent à ces moments, quand ils reçoivent les gens de l'Afrique, avant qu'ils ne soient aussi beaucoup plus
hospitalier envers ces gens. Ils doivent d'abord se poser la question de savoir qu'est-ce qui amène ces gens ici. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Pourquoi les Africains viennent-ils ici? C'est ça. Voilà. Pourquoi les Africains viennent ici? Mais la réponse, je peux vous la donner pour le commun de mortels. Peut-être que je me trompe, mais ce que j'entends dans le grand public, c'est que nous sommes pauvres. Un. Deux, c'est qu'on voit les enfants fuir par des bateaux bizarres là, dans la mer et consorts parce qu'ils sont désespérés. Ils meurent même. Ça on voit ça à la télévision partout. Alors, quand le public nous voit débarquer ici, mais forcément, ils se disent, écoutez, chez eux, ça ne va pas. Donc, c'est pour ça qu'ils viennent ici. Voilà. Alors, je pense que la personne qui vous a donné cette réponse vous a donné un mensonge cousu à fil blanc. Et moi, je suis là pour vous aider à comprendre. Donnez-nous la vérité, selon votre vérité à vous. Pas selon ma vérité, selon la vraie vérité. Allez-y. Nous ne sommes pas pauvres. Moi, je viens de l'un des plus grands pays riches au monde. Nous ne sommes pas pauvres. Nous ne venons pas ici parce que nous manquons à manger. Nous ne venons pas ici parce que nous sommes pauvres. Mais nous venons ici parce que ici, c'est un pays où il y a la paix et tout le monde aime là où il y a la paix. Parlant de la richesse, monsieur. Moi, je dirais plutôt que c'est un pays organisé. L'organisation. Mais l'organisation prend beaucoup de choses. Pour qu'un pays soit organisé, ça prend aussi la paix. La paix, bien sûr. On ne peut pas parler de l'organisation s'il n'y a pas la paix. Et ici, j'interpelle même la communauté internationale qui me suit à ces moments. Oui. L'essence d'humanisme ne doit pas disparaître de nous. Aujourd'hui, il n'y a pas 2 ans ici que le problème est sorti en Ukraine. Oui. Mais c'est partout qu'on parle de l'Ukraine aujourd'hui. Oui, les gens sont décédés en Ukraine. Oui, tout le monde a besoin de s'impliquer pour que la guerre puisse... Et même le président de l'Ukraine dit même qu'on se bat pour vous, on se bat pour l'Europe. On se bat pour l'Europe, on défend l'Europe. Voilà. Et aujourd'hui, presque partout on parle de la guerre en Ukraine. Oui. Ça veut dire que partout on a besoin que la guerre en Ukraine puisse se terminer. Oui. Pourquoi? Parce que les gens meurent. Mais pour une guerre qui n'a pas duré 3 ans, nous parlons comme ça. Qu'est-ce qui vous empêche, vous qui nous suivez à ce moment, et vous qui êtes journaliste, de réfléchir aussi sur la guerre dans notre pays? Ça fait plus de 20 ans que les gens meurent là-bas. Alors la question que l'on se pose, les gens qui meurent en Ukraine sont des personnes et les gens qui meurent au Congo ne sont pas des personnes. On va laisser au grand public de pouvoir répondre à cette question. Vous, qu'est-ce que vous dites de cela? En fait, voulez-vous répondre vous-même, en fait, votre question? Si moi je réponds à cette question, oui. Je vais dire qu'il y a de l'injustice organisée et l'essence d'humanisme doit revenir parce que nous sommes tous des humains et nous partageons les mêmes valeurs humaines et tous nous avons droit à la vie. Et lorsqu'il faut réfléchir sur la sécurité d'un pays, il ne faut pas regarder les pays à un œil peut-être de profil pour catégoriser les pays sur base de l'importance. Parce que de la même façon qu'on a besoin de la paix en Ukraine, on a aussi besoin de la paix en République démocratique du Congo. Et quand vous discutez de la question sur la paix en Ukraine, je vous demande aussi de réfléchir sur la paix en République démocratique du Congo, que vous tous, vous êtes censés savoir, parce que ça fait des années, on parle de la guerre en République démocratique du Congo. Ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. On parle de la guerre presque à tout moment, pas de la guerre en République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce que vous avez eu à faire pour finir la guerre là-bas? C'est ça. Parce que, messieurs, moi, ce que je trouve à dire face à cette situation, vous savez, même si les gens ne parlent pas, à un certain moment, vous devez comprendre que même si vous voulez aider, vous n'allez pas aider toute une nation. La plus bonne façon d'aider la République démocratique du Congo, c'est d'abord installer et instaurer la paix. Je ne crois pas que la communauté internationale qui me suit à ce moment est incapable de chercher la paix en République démocratique du Congo. Je ne crois pas. Je doute fort. Parce que si vraiment l'essence d'humanisme règne, je ne pense pas qu'une personne, si déjà quand tu perds un membre de ta famille, tu as mal, je ne pense pas qu'une personne pourra accepter de voir son père en train de les regarder. On coupe la tête de son père. On coupe la tête de son père? Oui, avec la machette, on coupe la tête de son père. Il meurt sur place. Ce sont des choses qui se sont passées chez vous, dans votre région? Ce ne sont pas les choses qui se sont passées, ce sont les choses qui se passent. Là?
Ça se passe maintenant. Ça s'est passé il y a 20 ans. Et chaque année jusqu'à aujourd'hui, ça se passe dans notre pays. Et pourquoi est-ce qu'ils vont faire ça? Couper la tête d'un être humain, d'une personne, de ton père devant toi? Mais c'est absolument dégueulasse, franchement. C'est pourquoi je vous ai dit, les prédateurs ont besoin de gagner quelque chose de façon illégale. Et ils pensent que la plus bonne façon de gagner, c'est d'appliquer la force. Et de tuer des êtres humains. Et le plus grand problème, c'est qu'ils ne tuent pas seulement les gens qui font la résistance, mais ils tuent les innocents. Et vous avez personnellement assisté à cela? Vous avez donc vécu cela? Oui, j'ai vécu cela. Et je pense que les images les plus récentes, c'est la descente du pape François, République démocratique du Congo. Je pense qu'à la face du monde, vous avez vu les victimes de l'Est de notre pays sont venues rencontrer les papes. Oui. On a montré toutes les preuves. Oui. Écoutez, je dois vous dire déjà merci. C'est vraiment le temps. Malheureusement, on a eu tout le temps. On va conclure cette interview. On va situer notre public, juste pour bien le situer. Qu'est-ce que le public doit retenir de cette interview? Merci. Le public doit retenir ceci, que en Afrique, en République démocratique du Congo et à la province du Sankuru, dont moi je viens, les gens traversent les conditions les plus sombres qu'aucune personne d'entre nous ne pourra accepter, même les gens qui sont congolais. D'accord, mais juste décrivez-nous rapido presto. Quand vous dites sombre, 1, 2, 3, 4, on parle de quoi ici? Sombre, 1, il n'y a pas d'aéroport. Oui. 2, il n'y a pas de bonnes routes. 3, il n'y a pas de bons hôpitaux, surtout dans ma province, où dans la salle d'opération, les gens partent faire l'opération chirurgicale avec des lampes. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas de... Non, parlant de l'électricité, nous, on n'a jamais connu ça. Moi, j'ai vu les courants électriques quand je suis arrivé à Kinshasa. On n'a jamais connu l'électricité. Mais nous avons des eaux. Et les pays, la République démocratique du Congo aide combien de pays aujourd'hui au monde à avoir l'électricité? On n'a pas ça. Ce n'est pas que nos autorités manquent la volonté d'une part. Mais ce qui est à la base de ça, c'est parce que nous ne sommes pas aussi en paix. Nous ne sommes pas en paix. Et nous demandons au grand public d'essayer de voir les problèmes de la République démocratique du Congo. Nous sommes venus en tant que jeunes. C'est parce que peut-être la voix de nos parents n'arrive pas bien dans vos oreilles. Mais je pense qu'en tant que jeunes, vous pouvez écouter et trouver la solution. Trouver la solution pour cette situation. Certainement, vous avez les soucis de nous aider, mais vous n'aiderez pas tout le monde. Il y a un adage français qui dit « Si tu me donnes un poisson, je mangerai. Mais si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus faim. » Donc, c'est un peu ça, d'une manière brève, laconique, mais globalisante. C'est que moi, je suis venu présenter. Les gens qui ont besoin d'assister à la conférence, c'est le 25 mars. À la conférence, nous allons parler du développement. À l'Intercontinental, à l'hôtel Intercontinental à Montréal. On parle du développement du continent africain. Oui, en étant en dehors de la politique, bien sûr. Bien sûr. Et avec des éléments très, très précis. Des éléments très, très précis, parce que nous croyons qu'on peut sauver les continents africains en étant en dehors de la politique. Ben, je le crois moi aussi. Mais en fait, la politique compte quand même, parce que ce sont des véritables leaders. Normalement, c'est ce que je vous ai dit. On ne dit pas qu'on va développer sans pour autant avoir besoin de l'assistance des autorités politiques. Mais on peut travailler en partenariat. En partenariat. Que les autorités puissent... Messieurs, s'il vous plaît, je demande juste quelques secondes de fin. Vous savez, moi, je vais demander une chose à nos autorités. J'ai déjà fini avec la communauté internationale. Nos autorités africaines, vous devez prendre conscience d'accorder à la jeunesse aussi la parole, de réfléchir avec vous sur les questions importantes du développement. Moi, je viens du village au Congo. Je disais à mes amis qui sont nés et grandis à Kinshasa, je leur ai toujours dit, vous ne connaissez pas la souffrance. Mais il y a certaines choses qu'ils ne connaissent pas. Mais s'ils ils ne veulent pas nous accorder, nous qui sommes la jeunesse, l'opportunité de leur dire, de parler, une concertation, ça ne leur coûte absolument rien. Donc, cette fois-ci, nous avons besoin que les autorités puissent comprendre que la jeunesse a aussi une part importante de responsabilité dans le développement de notre continent ou de notre pays. Parce que ça ne soit pas seulement un seul gars de trouver plaisir de dire que la jeunesse est l'avenir du pays. Pour que quelqu'un soit l'avenir d'un pays,
il doit se sentir intéressé, concerné et participer dans le développement de ces justement, pays. l'initiative que vous venez de mentionner est très très bonne. Ouais. Donc on va assister, on fera tout pour être là à cette conférence. Espérons que la santé va nous maintenir, bien sûr. Oui, et j'ai déjà prié pour ça en tant que chrétien. Et je pense que la santé, déjà, je t'ai garanti la santé et tu seras là. Et nous serons très ravis de vous voir. Et par vos antennes, nous invitons le large public de venir réfléchir avec nous sur cette question importante liée au développement de l'Afrique. Parce qu'un continent africain développé, c'est l'équilibre mondial installé. Merci. Merci beaucoup, monsieur Gilbert Emongo. C'est bien cela. Merci encore une fois. Alors, madame, messieurs, voilà, donc, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.